Excellences, Mesdames et Messieurs, après le magnifique exposé de mon voisin, je vais tenter d'exceller à nouveau. Alors, pendant longtemps, l'océan Atlantique a été perçu comme un simple couloir maritime, un espace de transit entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Mais aujourd'hui, ce regard change profondément. L'Atlantique est en train de devenir un espace stratégique central, un espace où se jouent désormais des rivalités de puissance, des enjeux économiques cruciaux, des défis environnementaux majeurs et surtout une volonté de repenser les équilibres géopolitiques à l'échelle mondiale. Cet océan, qui relie 32 pays sur 4 continents, n'est plus un simple trait d'union, il est devenu une arène. Une arène où se croisent les ambitions des grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, la Russie, mais aussi les aspirations croissantes des pays d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes. Pourquoi cette reconfiguration ? Eh bien parce que l'Atlantique concentre aujourd'hui plusieurs enjeux fondamentaux. Tout d'abord, les routes maritimes. Elles sont au cœur du commerce mondial et sont devenues des objets de compétition géopolitique. La mer Rouge est devenue un point névralgique des tensions géopolitiques où s'affrontent les grandes puissances régionales, l'Iran, l'Arabie saoudite, Israël ou l'Égypte. Leur sécurisation est essentielle à la stabilité économique de ces régions. On voit ainsi s'intensifier la présence navale des puissances dans l'Atlantique Nord comme dans l'Atlantique Sud. Ainsi, la Russie a réactivé des patrouilles dans l'Atlantique Nord et renforce ses liens avec des pays comme le Venezuela. De son côté, la Chine finance des infrastructures portuaires en Angola et au Cap-Vert, posant la question d'une projection militaire à moyen terme. Il y a les câbles sous-marins, invisibles mais vitaux. Ces artères numériques assurent plus de 95% des flux d'informations mondiaux. Ils sont donc à la fois des symboles de connectivité et des cibles stratégiques en cas de conflit ou de tension. Les câbles, comme Elalink entre le Portugal et le Brésil, par exemple, montrent ainsi la volonté de créer des circuits indépendants en dehors de l'influence chinoise et américaine. À l'échelle internationale, les câbles aident la Chine à développer ses nouvelles routes de la soie, en augmentant la connectivité mondiale et en facilitant les échanges commerciaux. En réponse à la stratégie assertive de Pékin dans la guerre de l'information, les États-Unis ont décidé il y a quelques années de s'associer avec l'Australie et le Japon pour créer des câbles sous-marins dans l'Indo-Pacifique, visant ainsi à contrecarrer les plans chinois en rivalisant sur ce terrain. Par ailleurs, l'Atlantique regorge de ressources énergétiques en offshore, notamment au large du Brésil, du golfe du Mexique ou de l'Angola. Un tiers déjà du pétrole et du gaz proviennent du fond de l'océan. Il y a aussi les métaux rares, essentiels à la transition numérique et énergétique convoitée par ces grandes puissances. L'Union européenne dépend à 90% de quelques grands producteurs comme le Mexique, le Chili, la Chine, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Mais l'océan Atlantique est aussi une zone riche en ressources halieutiques. Celle-ci fait vivre des millions de personnes, en particulier en Afrique de l'Ouest. La représentation de la pêche atlantique est souvent associée à une zone stratégique riche en espèces démersales et pélagiques, telles que la morue, le hareng, le lieu ou encore le cabillaud. Les pêcheries de l'Atlantique représentent aujourd'hui plus de 25% des captures mondiales. Alors, face à cette richesse, les tensions se multiplient. La pêche illicite, illégale et non déclarée, la piraterie, les trafics de drogue et d'êtres humains constituent autant de menaces à la stabilité régionale. Le golfe de Guinée, par exemple, est devenu l'un des principaux foyers d'insécurité maritime dans le monde. Les flux de migrants illégaux en partance de l'Afrique a favorisé le trafic d'êtres humains. Ces réseaux collaborent souvent avec d'autres groupes criminels pour acheminer des drogues d'Amérique du Sud vers l'Europe via l'Afrique. Il existe par ailleurs des réseaux criminels spécialisés dans le bunkering du pétrole et le trafic d'armes, qui représentent à peu près entre 5 et 12 milliards de dollars par an. Il y a aussi les pollutions maritimes. Celles-ci ont un impact sur l'écosystème et la biodiversité. Les gires d'ordures marines touchent simultanément l'Afrique de l'Ouest, les Antilles et l'Europe. Les gisements minéraux, qui sont principalement situés près des hubs de biodiversité, comprennent souvent de nombreuses espèces endémiques. Alors, ces défis transversaux montrent qu'aucun pays ne peut les relever seul. Eh bien, c'est dans ce contexte qu'est né, en 2023, le Partenariat pour l'Atlantique. Ce projet politique inédit, porté notamment par les États-Unis, rassemble 32 pays riverains de l'Atlantique. Il vise avant tout à repenser la gouvernance de cet espace, à créer un dialogue structuré entre le Nord et le Sud autour de principes communs.
la sécurité, le respect du droit international, l'intégrité territoriale et le développement durable. Il se caractérise par un engagement en faveur d'un Atlantique ouvert, libre de toute ingérence, coercition et action agressive. Mais ce partenariat ne se limite pas à l'Atlantique, il s'inscrit dans une dynamique mondiale. Dans la région Indo-Pacifique, la Chine perçoit cette initiative comme un contrepoids stratégique. Les États-Unis cherchent à coordonner leur politique atlantique avec leur stratégie Indo-Pacifique pour limiter l'influence chinoise et russe. L'Inde, de son côté, observe ce développement avec prudence, cherchant à renforcer ses propres partenariats avec l'Afrique, l'Amérique latine, pour ne pas laisser l'Atlantique devenir une chasse gardée occidentale. Les États-Unis, quant à eux, articulent leur stratégie Indo-Pacifique avec celle de l'Atlantique pour former une architecture globale anti-hégémonique Chine-Russie. Alors, quel sera le défi ici de ce partenariat? Il s'agit avant tout d'éviter la perception d'un encerclement de la Chine qui pourrait accentuer les tensions. L'Asie de l'Est, bien que non directement riveraine, est impactée par la redéfinition des flux maritimes et numériques. Des pays comme le Japon ou la Corée du Sud craignent d'être marginalisés par de nouveaux corridors numériques ou logistiques reliant l'Amérique latine, l'Afrique et l'Europe. D'où la nécessité d'intégrer ces acteurs pour éviter des fractures technologiques. Les géants asiatiques des télécoms, Huawei, NEC, sont exclus de certains projets de câbles sous-marins transatlantiques, et cela pour des raisons de sécurité. Alors, quel est le défi pour le partenariat de l'Atlantique? Intégrer les pays asiatiques dans les futurs projets numériques sans tomber dans une logique de bloc. En Afrique, les attentes sont fortes, mais aussi les craintes. Les pays africains veulent éviter une nouvelle forme de domination néocoloniale. Ils exigent des partenariats équilibrés, des transferts de technologies et la reconnaissance de leur souveraineté maritime. Les pays du Golfe de Guinée espèrent ainsi renforcer leur sécurité maritime via ce cadre, notamment face à la piraterie et au trafic. Le Nigeria, le Ghana, l'Angola veulent que les projets soient co-construits et non imposés depuis le nord. Concernant l'Amérique latine, notamment le Brésil et l'Argentine, on défend plutôt une vision multipolaire de l'Atlantique Sud, fondée sur un dialogue sud-sud et la coopération environnementale. Le Brésil ici milite pour que le partenariat ne soit pas une simple extension de l'OTAN et inclut une gouvernance partagée avec les pays du Sud global. L'Argentine ou l'Uruguay souhaitent que les enjeux environnementaux, tels que l'océan, la pêche, le climat, soient au cœur du dialogue. Des organisations régionales comme la SOPACAS, zone de paix et de coopération de l'Atlantique Sud, ou la CELAC, la communauté des États latino-américains et caribéens, s'affirment comme des acteurs clés de cette recomposition. Alors, quel va être le défi du partenariat de l'Atlantique? Maintenir l'autonomie stratégique régionale tout en participant à un cadre de coopération élargi. Alors, même l'Arctique, à la lisière nord de l'Atlantique, devient un prolongement stratégique. Le réchauffement climatique ouvre de nouvelles routes et attise les convoitises et pousse les pays ici atlantiques comme le Canada, le Danemark ou les États-Unis à renforcer leur présence dans la région. Le Groenland et le Canada voient dans ce partenariat un outil pour défendre leurs intérêts face aux ambitions russes et chinoises en Arctique. La militarisation croissante de l'Arctique pousse certains pays atlantiques à renforcer leur capacité de surveillance. Quel sera donc le défi pour le partenariat de l'Atlantique? Articuler les cadres de coopération existants, Conseil de l'Arctique, OTAN, avec cette nouvelle dynamique atlantique, sans duplication et ni tension. Alors, face à cette complexité croissante, et dans le cadre d'un scénario prospectif, trois grands axes se dégagent. Le premier, c'est d'avoir un Atlantique fragmenté, multipolaire, où plusieurs centres de pouvoir, tels que les États-Unis, le Maroc, le Brésil ou le Nigeria, se partagent l'influence. Ce modèle serait caractérisé par une fragmentation accrue des relations, avec des zones d'influence distinctes selon les continents et les régions. Cela pourrait aussi favoriser des coopérations bilatérales ou régionales sur des enjeux spécifiques, mais avec un risque, celui d'une gouvernance éclatée et des tensions permanentes. Le deuxième scénario est celui d'un Atlantique dominé par un axe nord, États-Unis, Union européenne. Dans ce cas, l'espace atlantique serait gouverné par un ensemble d'institutions renforcées et plus cohérentes, avec des initiatives communes pour contrer les défis mondiaux, le changement climatique, les cybermenaces, la régulation des échanges commerciaux. Toutefois, il risquerait de perpétuer des déséquilibres historiques entre le Nord et le Sud et d'alimenter la méfiance des pays émergents. Enfin, le troisième scénario, sans doute le plus souhaitable, mais aussi le plus ambitieux,
serait celui d'un Atlantique coopératif. Une gouvernance partagée inclusive qui donne une véritable voix aux pays du Sud. Une gouvernance capable d'affronter les enjeux climatiques, sécuritaires, économiques, tout en respectant les souverainetés. Cela implique donc de surmonter les divergences idéologiques, les intérêts concurrents et surtout les héritages du passé. Alors, quel est l'avenir de ce partenariat ? L'Atlantique aujourd'hui n'est plus celui des rivalités coloniales ou de la seule relation transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Il est devenu un espace stratégique global, un carrefour des interdépendances, un terrain de recomposition des rapports de force. Mais il est aussi porteur d'espoir, espoir d'une nouvelle coopération Nord-Sud, espoir d'un espace partagé, co-géré, protégé, espoir enfin d'un modèle alternatif de gouvernance face aux logiques de bloc, aux affrontements hégémoniques et à la fragmentation du monde. Il ne s'agit plus seulement de sécuriser l'Atlantique, il s'agit de le repenser comme un bien commun, un espace d'avenir où les ambitions doivent rimer avec responsabilité, souveraineté et solidarité. Je terminerai avec 2 citations de 2 personnalités et de 2 époques différentes. Charles de Gaulle disait « Oui, c'est l'Europe. Depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural, c'est l'Europe, c'est toute l'Europe qui décidera du destin du monde. » Kofi Annan, la seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. En somme, ces 2 citations mettent en avant l'importance de l'unité et de la collaboration à l'échelle européenne et mondiale pour assurer la paix et le progrès. Je vous remercie. Bravo.